Voilà, bienvenue à tous ici au CO de la Tuilerie à Saint-Maurice pour un événement HEP Valais. Peut-être vous ne me connaissez pas, donc Aimon Gérard, je travaille pour les prestations de services ici de la HEP depuis peu. Et puis nous avons le plaisir ce soir d'avoir une conférence avec Pierre Vianin qui vous présente ce soir son nouvel ouvrage de l'échec scolaire à la réussite. Depuis 1992, il consacre sa carrière professionnelle à l'accompagnement des élèves en difficulté scolaire. Bienveillant et toujours au fait des avancées scientifiques, pédagogiques et didactiques, Pierre Vianin est devenu l'un des grands spécialistes romans de l'accompagnement des élèves en recherche de sens à l'école. Pierre est aujourd'hui enseignant spécialisé à Noès, à proximité de la ville de Sierre, et enseignant également à la HEP Valais, ici à Saint-Maurice. Il a toujours ce souci de garder une place dans le terrain. Je crois que ça lui tient à cœur. Il intervient souvent directement dans les milieux scolaires en établissement, toujours avec cette vision humaniste et positive du développement de l'enfant. Dernièrement, dans un article, j'avais marqué du journal de Sierre, mais puisqu'il y avait encore un article aujourd'hui dans Nouvelle Liste, il évoquait que le redoublement ne sert à rien. Mais alors, tout le système d'évaluation doit-il être remis en question ? La clé n'est peut-être pas dans l'évaluation, mais peut-être dans la posture et le sens. Selon lui, et j'aime beaucoup ce point de vue, aider à l'école, c'est aider pour la vie. Dans notre système exigeant, compétitif et de sélection, la tendance est de commencer toujours plus tôt. Dès le primaire, classer les élèves, les mettre en compétition. Peut-être fait-on fausse route. Et l'école, à quelle devise se rattache-t-elle ? Eh bien, celle de Singapour me plaît particulièrement. Elle est la suivante: enseigner moins et apprendre plus. Le métier évolue, il en devient parfois schizophrénique, selon les propos d'Olivier Molini de Genève. On peut évoquer l'hétérogénéité en classe, la place du numérique, les classes flexibles, l'école à l'extérieur, les nouveaux courants pédagogiques, l'individualisation de l'enseignement, et j'en passe. Mais alors, Pierre, comment aborder ces problématiques et prendre en compte ces élèves en échec scolaire qui seraient, selon les chiffres, plus nombreux que la norme ? Merci pour ton éclairage et cette présentation que l'on se réjouit de suivre, et excellente soirée à toutes et tous. Voilà, bonsoir, merci beaucoup d'être là. C'est un gros boulot d'écrire un livre, et puis c'est toujours un moment assez émouvant quand on peut enfin le présenter. Donc j'aimerais commencer par quelques remerciements. D'abord à Gérard qui a préparé cette soirée, c'est un gros boulot aussi pour préparer une soirée comme celle-ci. Nathalie Lescaut, est-ce qu'elle est là ? Elle m'avait dit qu'elle viendrait peut-être, qui a aussi participé à la préparation. La direction de la HEP, Fabio, qui m'encourage chaque fois dans cet exercice. Et puis, j'ai des relecteurs fidèles. J'aimerais les citer aussi parce qu'ils relisent pratiquement chaque fois mes bouquins. Stéphane Moulin, Christine Favre, et puis Philippe Téta qui est là ce soir, qui est devant là, pour qui j'ai une grande admiration pour tout ce qu'il a fait pour l'école valaisanne et pour lutter contre l'échec scolaire. Et puis ma famille, 4 représentants qui sont là ce soir, qui me laissent du temps pour ça. J'écris durant les vacances, j'écris sur mes soirées, durant mes loisirs. Donc c'est beaucoup de temps que je prends à ma famille. Et maintenant, en fait, mes filles, elles ont l'âge d'être relectrices aussi. Donc, merci à Evan, Maëlle et Ursula, ma femme, qui ont relu aussi le manuscrit. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu le contenu de ce livre. L'origine de ce livre, c'est...
j'avais écrit en 2001 un premier ouvrage qui s'appelait Contre l'échec scolaire, qui était un ouvrage qui était un peu un mode d'emploi de l'appui pédagogique. Et puis la maison d'édition, ça fait 2 ans, m'a demandé de retravailler cet ouvrage-là. Et puis en le reprenant, je voyais bien que ça ne fonctionnait plus. Donc j'ai reconsidéré complètement le plan de l'ouvrage, et puis je l'ai organisé très très différemment, en faisant d'abord une première partie très générale sur l'échec scolaire, la problématique de l'échec scolaire, la définition de l'échec, les causes de l'échec scolaire, etc. Et puis la deuxième partie de l'ouvrage, qui est une reprise justement de l'ouvrage de 2001, qui est un mode d'emploi de l'appui. Donc la première partie est très générale, et la deuxième partie est plutôt consacrée à l'enseignement d'appui et au maître d'appui. Alors j'ai prévu à peu près 1h30 avec le temps des questions, donc n'hésitez pas d'intervenir soit durant la présentation, soit à la fin, il y aura un temps d'échange sur ces questions-là. Je vais commencer par essayer de définir ce qu'est l'échec scolaire. On parle tout le temps d'échec scolaire, il y a des thèmes un peu comme ça à l'école, quand on parle de motivation, d'échec, d'estime de soi, des thèmes un petit peu bateaux qu'on utilise fréquemment en salle des maîtres, et en fait qui ne sont pas si faciles à définir. Donc je commencerai par ça, essayer de définir l'échec scolaire, et puis montrer la subjectivité aussi de ce qui fait qu'un élève est en échec. Et un élève peut être en échec dans une classe et pas dans la classe voisine, étonnamment, alors qu'on est d'un même degré, au même moment de l'année. J'essaierai d'expliquer ça pourquoi. Ensuite, j'ai construit l'ouvrage autour de 3 types de mesures. Quand j'ai commencé à travailler en appui, ça fait très très longtemps, je pensais que lutter contre l'échec scolaire, c'était s'occuper des enfants en difficulté scolaire. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était évidemment essentiel de s'occuper des élèves en difficulté, mais qu'il fallait s'occuper aussi de l'école en difficulté. Hein, c'est l'école qui produit de l'échec. Quand on parle d'échec scolaire, c'est bien l'échec de l'école, qui n'arrive pas à accompagner certains élèves dans les apprentissages. Donc j'ai essayé de distinguer 3 types de mesures, et ce sera le plan aussi de la conférence. Les mesures que j'ai appelées institutionnelles, donc qui touchent vraiment l'école dans son fonctionnement même, dans son fonctionnement qui produit justement de l'échec. Les mesures pédagogiques qui concerneraient plutôt la classe, que peut faire l'enseignant dans sa classe dans un travail de prévention de l'échec. Et puis les mesures individuelles, là on arrivera plus sur le travail de l'enseignant d'appui justement, et du projet pédagogique individuel. Et puis je terminerai par quelques mots sur l'appui pédagogique. J'aimerais poser quelques questions. Avec mon collègue Hans Achillier, on a du Haut-Valais, de la HEP du Haut-Valais, on vient de terminer une recherche sur l'appui en Valais, et puis on termine la recherche avec des propositions. Et je terminerai cette conférence avec quelques questions qui sont en lien avec les résultats de cette recherche. Alors, définir l'échec scolaire. L'échec scolaire, c'est toujours un rapport à une norme. Le problème, c'est que cette norme, elle n'est pas si facile à identifier. On peut voir les objectifs du programme qui sont la norme. Alors, on peut dire, est en échec l'élève qui n'atteint pas, en 4H, les objectifs de lecture qui sont prévus dans le plan d'études. On verra que ça pose un problème, puisque les objectifs du plan d'études sont formulés en termes très généraux, et ce qui rend difficile la traduction d'un objectif général du plan d'études en une évaluation qui va mettre potentiellement l'élève en échec. Donc vous voyez, les objectifs du programme, ça paraît quelque chose de clair quand on a le plan d'études sous les yeux, et dès qu'on entre dans la définition même des objectifs, on se rend compte que il y a une large marge d'interprétation de l'objectif. Et chaque enseignant finalement fait une interprétation qui lui est assez personnelle. Rapport à la norme, c'est aussi rapport au niveau de la classe. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais il se trouve qu'un élève peut être en échec dans une classe et il serait peut-être même dans les meilleurs de la classe parallèle. Il y a toute une série de travaux, j'y reviendrai, notamment menés en Belgique, qui montrent ça. Donc on voit que de nouveau, l'échec scolaire dépend d'une norme qui est assez floue. Où mettons le curseur? Quand on prépare un examen en tant qu'enseignant, on met où le curseur? Et puis par rapport au groupe classe, on met où le curseur d'un élève qui est en difficulté ou en retard par rapport au groupe classe, et plus par rapport aux objectifs. Vous voyez, il y a un double rapport à la norme qui peut mettre chaque fois l'élève en échec. Et puis il y a une définition qui est un peu plus subjective de l'échec, c'est les attentes. Quelles sont les attentes de l'enseignant, des parents, de l'élève lui-même?
J'ai en ce moment une élève à Sierre en appui, qui pour moi, objectivement, est en situation d'échec, qui est en programme adapté, donc qui est en grande difficulté, qui a pratiquement 2 ans de retard sur le degré dans lequel elle est, mais elle vit bien ça. Son souci, c'est toujours de poursuivre sa scolarité avec son groupe classe. Donc régulièrement, elle me demande, est-ce que je continue avec les autres? Est-ce que je redouble? Donc évidemment qu'avec un programme adapté, elle ne redouble pas, et ça la rassure complètement, alors que je lui ai expliqué maintes fois ce qu'était un programme adapté, qui est quand même un programme qui est assez différent du programme qu'elle suit en classe. Donc d'une part, elle sent bien qu'elle a un décalage au niveau du programme, mais d'autre part, elle vit ça de manière assez sereine, puisque pour elle, la priorité, c'est d'être avec son groupe classe. Même chose pour les parents. J'ai eu un entretien de parents juste avant les vacances de Pâques, et on a vu en discutant avec les parents que leurs attentes n'étaient pas les attentes de l'école. Vous voyez, pour moi, un élève qui est en appui chez moi, s'il passe l'année, pour moi, on est en situation de réussite. On peut avoir des parents qui ont des fortes attentes en termes de réussite scolaire, par exemple qui envisagent un long parcours scolaire pour leurs enfants, qui peuvent se trouver en situation d'échec parce que, par exemple, en 8H, l'élève ne peut pas aller au cycle en niveau 1. Donc subjectivement, ils vivent très clairement une situation d'échec, alors qu'ils ne rentrent pas du tout dans des statistiques d'échec, par exemple du type redoublement. Donc on voit que finalement, l'échec scolaire est quand même difficile à définir objectivement, et puis est toujours un rapport à la norme qui est elle-même fluctuante. Donc ce qui rend quand même la question assez complexe, et ce qui pose aussi un problème éthique. Qu'est-ce qui fait qu'un élève redouble dans cette école-là et pas dans l'autre, à même niveau de compétence? Qu'est-ce qui fait qu'un élève est promu dans une classe et redouble dans une autre classe parce que le seuil de tolérance subjectif de l'enseignant n'est pas le même? Ça pose quand même des problèmes, pas seulement d'efficience du système scolaire, mais aussi des problèmes éthiques. C'est compliqué d'identifier ce qui fait qu'un élève est en échec. J'ai essayé de définir une typologie des causes possibles. Vous voyez qu'il y a 3 centrations quand on veut expliquer l'échec d'un élève: centration sur l'élève, centration sur le milieu familial ou centration sur l'école. On a tendance, et les enseignants en premier, je pense, d'avoir une centration sur l'élève. Quelque part, si l'élève est en échec, c'est un peu de sa faute. Il ne travaille pas assez, il n'est pas motivé, ou bien il présente un trouble de type 10. Mais vous voyez, cette explication-là, elle dédouane un peu l'école, elle dédouane l'enseignant, elle dédouane le système scolaire, puisque finalement c'est l'enfant qui est coupable. Et en faisant de l'appui pédagogique, on risque de renforcer cette image-là de l'élève coupable. Quand je prends un élève en appui individuel dans ma salle d'appui, il y a une forme de stigmatisation qui dit que ce n'est pas le système qui est problématique, c'est l'élève, puisqu'on s'occupe de l'élève d'abord. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de proposer 2 autres centrations en disant, mais allons voir aussi un petit peu du côté de la famille et du côté de l'école. Alors du côté de la famille, il y a toute une série de travaux en sociologie qui montrent qu'il y a un lien assez étroit entre le milieu socioculturel et l'échec scolaire. On n'a pas les mêmes chances. Quand on commence l'école à 4 ans, on n'a pas les mêmes chances selon le milieu socioculturel duquel on vient. Toujours assez compliqué de parler des familles parce qu'on pourrait vite tomber dans un jugement de valeur en tant qu'enseignant. En disant oui, mais c'est une famille qui n'est pas capable qui ne l'accompagne pas, qui n'est pas capable de faire réciter les leçons. Oui, mais bon, est-ce que c'est le rôle de la famille de faire ce travail-là? Donc on a en même temps une forte corrélation entre le milieu familial et l'échec scolaire, et avec une tentation, là aussi, vous voyez, de se dédouaner un petit peu en disant oui, mais c'est la faute de la famille. Donc on passe de c'est la faute de l'élève à c'est la faute de la famille. C'est pour ça que je propose une 3e centration, qui est une centration sur l'école. Et dans les dispositifs institutionnels, on est bien là-dedans. Que peut faire l'école pour éviter de mettre des élèves en échec scolaire? Donc c'est l'échec de l'école, avec ce qu'on appelle l'effet maître et l'effet établissement. On sait que la relation pédagogique qui se tisse entre l'élève et l'enseignant est déterminante pour la réussite de l'élève. Et puis l'effet établissement, on sait qu'il y a des établissements où la pédagogie est mieux mise en œuvre, on va dire ça comme ça. Donc il y a vraiment des effets aussi du système scolaire lui-même qui fait qu'on crée l'échec ou pas. Et puis du côté de l'école, il y a aussi toutes les méthodes qu'on utilise, avec certaines méthodes qui vont convenir à certains enfants et pas à d'autres.
Il y a toute la question de la différenciation, sur laquelle je reviendrai aussi. Comment l'école prend en compte les différences de niveau, de compétences, etc. de chacun des élèves. Vous voyez, quand je fais un travail en appui avec mes élèves en difficulté, je m'occupe de ça, en fait. Où se situe mon petit Julien, là au milieu? Et il y a toujours une interaction entre ces différentes causes possibles. Et mon travail d'enseignant spécialisé, c'est d'identifier ça. Vous voyez, donc d'aller aussi questionner le fonctionnement de l'école qui produit de l'échec, en n'étant pas uniquement focalisé sur l'élève. J'aime beaucoup ce modèle de Fuchs, qui s'appelle le modèle de réponse à l'intervention, qui propose 3 niveaux d'intervention pour lutter contre l'échec scolaire. Alors vous avez là 100% des élèves d'une classe, par exemple, ou d'un établissement scolaire. Alors, la bonne nouvelle de ce soir, c'est que 80% des élèves réussissent sans trop de différenciation, sans qu'on s'occupe trop d'eux, dans un enseignement assez traditionnel, magistral, frontal, on pourrait dire. Ils s'en sortent bien. C'est quand même pas mal déjà, 80%. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est évidemment les 20% qui restent. Alors 20% d'élèves en échec, c'est quand même énorme. Ça veut dire que dans toutes les classes, il y a 3, 4, 5 élèves qui peuvent être en échec scolaire. Fuchs dit que pour ces élèves qui sont en difficulté scolaire, pour 15%, la zone orange, il suffit, c'est entre guillemets, mais il suffit de différencier, c'est-à-dire de s'occuper de ces élèves-là un peu en particulier, d'organiser des groupes de niveau, des groupes de besoins, de redonner une explication, de redonner un exercice. Donc on est là dans une logique de bon sens, on peut dire. L'élève n'a pas compris, on lui réexplique. Et puis souvent, avec ces explications supplémentaires-là, avec des exercices complémentaires, l'élève s'en sort quand même. On est dans les 15%. On pourrait dire que ces 15%, c'est le travail de l'enseignant de classe régulière. Et c'est ce qu'il fait au quotidien. Quand il rencontre un élève en difficulté, il va effectivement redonner une explication, etc. C'est possible pour des élèves en difficulté. C'est pas possible pour des élèves en échec. Et là, je fais la distinction que fait Philippe Mérieux entre élèves en difficulté. Il dit, pour l'élève en difficulté, vous pouvez faire plus de la même chose. Vous pouvez redonner une explication, redonner un peu plus de temps, redonner un exercice, ça marche. Quand on passe dans la zone rouge, alors on a 5%, il y a une fourchette, évidemment 6, 8, 5% d'élèves pour qui c'est plus suffisant de redonner une explication. Et pour Philippe Mérieux, ces élèves-là, on les désigne comme étant en échec et plus seulement en difficulté. C'est ces élèves-là dont je m'occupe en appui. Je m'occupe des 6 à 8% d'élèves dans un établissement scolaire qui sont dans une impasse. Et quand le titulaire de classe vient me voir en tant que maître d'appui, c'est bien pour ces élèves-là, parce qu'il a essayé déjà au niveau des 15%. Il a essayé déjà de faire pas mal de choses dans le cadre de la classe, et il voit qu'il est dans une impasse. Donc d'où l'idée d'aller en discuter avec un collègue, le maître d'appui, et puis d'essayer de réfléchir à la problématique. Et là, le gros boulot, j'en reparlerai aussi tout à l'heure, le gros boulot dans cette zone rouge, c'est que l'objet du signalement, c'est pas l'objet de l'intervention. L'élève, il est signalé chez moi pour des difficultés de lecture, de français, de mathématiques. Je fais très rarement de la lecture, du français et des mathématiques avec cet élève-là, parce que si je fais ça, je refais ce que fait l'enseignant déjà dans la zone des 15%, dans la zone orange. Donc tout l'enjeu du travail de l'enseignant d'appui, dans la lutte contre l'échec scolaire, c'est d'identifier la problématique sous-jacente qui expliquerait les difficultés en lecture, en mathématiques et en français. Et ça, c'est très compliqué à faire. D'où l'importance de la typologie que je viens de vous montrer, qui permet d'élargir le champ de regard et de ne pas faire plus des mathématiques parce que l'élève est signalé en mathématiques, ou faire plus de la lecture parce que l'élève est signalé en lecture. Tout mon boulot, ce sera d'identifier cette problématique sous-jacente qui serait le facteur explicatif un peu de la cristallisation qu'est la discipline scolaire telle qu'elle est signalée par le titulaire. Ça ne veut pas dire que le titulaire, il a faux quand il vient me voir et puis qu'il me dit qu'il a des problèmes de maths. Objectivement, il a des problèmes de maths, mais moi je vais essayer de sortir du signalement, d'élargir l'évaluation que je fais de cet élève-là pour ensuite trouver ce que j'appelle le point nodal. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que j'entends par point nodal, qui serait le nœud un peu qui coince l'élève dans ses apprentissages. Donc j'aime beaucoup ça parce que vous voyez qu'avec ce schéma-là, on retrouve finalement les 3 niveaux d'intervention.
On a le niveau d'intervention institutionnelle qui concernerait l'ensemble de la pyramide, notamment les 80%. On aurait les interventions de type pédagogique qui concerneraient plutôt l'enseignant, donc on serait dans la zone orange. Et puis on aurait les interventions de type individuel qui concernent l'appui pédagogique, l'enseignement spécialisé, et puis les élèves qui seraient dans la zone rouge. Il faudrait presque rajouter dans ce schéma-là une zone, alors je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, rouge foncé ou grenat, au sommet de la pyramide, qui concernerait les élèves en situation de handicap qui sont intégrés dans les classes régulières, qui seraient au sommet de la pyramide, et pour qui, en plus d'un projet pédagogique individuel, on va mettre en place un programme adapté. Donc une différenciation encore plus forte pour ces élèves-là, mais j'en parlerai très peu ce soir. Alors je commence par le premier type de mesure. Donc je dis, il y a mesure institutionnelle, mesure pédagogique et mesure individuelle. Les trois niveaux d'intervention qui me paraissent nécessaires pour traiter de l'échec scolaire. Alors je ne présente pas évidemment ce soir tout ce que je présente dans le bouquin, j'ai pris quelques éléments qui me paraissent particulièrement intéressants. Et puis je vous propose tout à l'heure, quand on va ouvrir la discussion, de réfléchir par rapport à ces mesures à notre situation valaisanne, et notamment à la HEP. Qu'est-ce qu'on fait dans notre HEP, qu'est-ce qu'on fait dans notre école valaisanne pour lutter contre l'échec scolaire? Quels sont les grands chantiers qu'on a déjà ouverts mais qu'on n'a pas encore terminés? Et puis quels seraient les chantiers à ouvrir? Il y a vraiment des chantiers qu'on doit ouvrir pour améliorer notre école valaisanne. On a une excellente école en Valais, mais elle est perfectible, vraiment elle est perfectible. On a une très bonne école, vous connaissez les résultats des tests PISA, etc. On a une très bonne école, notamment on s'occupe bien des élèves en difficulté, mais il y a quand même des chantiers qu'on n'a pas suffisamment explorés encore dans notre école valaisanne. Alors le premier chantier, c'est le chantier du redoublement. Alors c'est un thème dont on va beaucoup parler ces prochaines semaines, puisqu'une motion a été déposée au Grand Conseil demandant la suppression du redoublement, grâce à Philippe Létard, ici présent, qui a pris son bâton pèlerin et qui a fait le tour de toutes les institutions valaisannes en disant « ça suffit ». Et effectivement, ça suffit. Il ne faut plus faire redoubler les enfants à l'école. C'est une mesure qui ne sert à rien, qui met les élèves dans des situations de stress, des enfants qui perdent estime en eux-mêmes, qui perdent motivation, qui ont un statut sociométrique, donc la position dans le groupe classe qui est moins bon que les autres, qui proviennent de milieux socioculturels défavorisés. À même compétences scolaires, les élèves de milieux socioculturels défavorisés redoublent plus, à même compétences scolaires. Donc c'est injuste en plus, c'est inefficace et c'est injuste. Donc c'est une mesure nocive. Il faut le dire très clairement. Alors j'ai pris, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, je ne vais pas pouvoir développer beaucoup ça, j'ai pris l'ouvrage de Marcel Crae, 500 pages sur la question du redoublement. 500 pages. Un bouquin qui a été édité, ça fait 20 ans. Donc ça fait 30, 40 ans qu'il y a des recherches sur le redoublement qui montrent que la mesure est inefficace. Donc j'avais lu le bouquin, ça fait 20 ans, et je me suis racheté avant les vacances de Pâques la nouvelle édition qui est de 2019, qui est une édition actualisée, en me disant mais est-ce que les choses ont changé? Malheureusement non, rien n'a changé en 20 ans. C'est-à-dire qu'on continue à faire massivement redoubler des élèves en difficulté, et les nouvelles recherches confirment les recherches antérieures, à savoir que le redoublement ne sert à rien. Alors, je ne vais pas pouvoir développer beaucoup ça, mais quand même vous donner un ou deux éléments pour vous expliquer pourquoi ça ne marche pas, le redoublement. Je vous parlais tout à l'heure du PPI, du point nodal, et de l'importance de travailler sur la problématique sous-jacente. Or, qu'est-ce qu'on fait quand on fait redoubler un enfant? On lui fait refaire la même chose, à peu près dans les mêmes conditions, quelquefois avec le même enseignant. Mais comment vous voulez que ça aide un enfant? Vous voyez, on est dans la logique de la zone orange de tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait plus de la même chose, qu'on redonne un exercice et qu'on refait même toute une année scolaire, que l'élève va pouvoir sortir de ses difficultés. Il faut s'interroger sur la problématique sous-jacente. Ce qu'on ne fait pas quand on fait redoubler l'enfant. Donc le redoublement, ça part a priori du bon sens qui voudrait qu'il n'a pas compris, on lui donne un peu plus de temps, il va comprendre. Mais c'est pas ça le problème. Si vous n'avez pas travaillé, alors je prends quelques exemples de points nodaux, sur la motivation de l'élève, sur son estime de soi, sur ses stratégies, sur ses capacités de s'organiser,
sur ses capacités à analyser son travail, à auto-évaluer la qualité de son travail, si vous n'allez pas travailler sur ces problématiques sous-jacentes, ça ne sert à rien de lui faire refaire le programme. Ça ne sert à rien. Donc les nouvelles recherches, elles sont allées un peu plus loin que celles d'il y a 20 ans, en disant, mais et si on les faisait redoubler avec aide, avec de l'appui par exemple? Alors bien sûr que ça marche mieux. Si on les fait redoubler avec aide, parce que justement là on va les faire redoubler et en même temps on va s'occuper de la problématique sous-jacente. Mais les recherches montrent que ça marche encore mieux quand on promeut l'enfant et qu'on lui donne de l'appui. Alors pourquoi la promotion est favorable pour les élèves en difficulté? Alors je vais vous montrer d'abord ce que je présente dans le bouquin, qui me paraît être l'explication la plus convaincante. Alors j'espère que vous partagerez mon avis. Ça me paraît être l'explication la plus convaincante pourquoi ça ne marche pas. Puis la dia suivante, ce sera l'exemple d'un élève que j'ai actuellement en appui, qui est en 4H, qui aurait probablement redoublé, très certainement redoublé, ça fait quelques années, et qui a été promu. Puis je vais vous montrer aussi, par un exemple très concret, pourquoi je pense que ça marche pas, et c'est pas que moi, hein, de nouveau, c'est des centaines de recherches qui le disent. Alors imaginons, je vais prendre l'exemple de mon petit Léon de tout à l'heure. Imaginons Léon qui est en 3e primaire, avec, vous voyez, l'apprentissage de la lecture, qui est quand même l'enjeu majeur de la 3H. 3P, c'est 3H. Hein. J'ai mis 3P parce que les autres cantons ou les autres pays ne comprennent pas quand on parle de 3H. Donc on est sur 3H, en lecture. Alors voilà mon Léon qui fait sa première fois le programme de 3H et puis qui redouble. Alors, évidemment, j'ai remis la même flèche, c'est-à-dire qu'il fait le même programme sur 9 mois avec des objectifs de fin qui sont des objectifs de fin de 3P. Donc ça veut dire que mon petit Léon, à la fin de la 3P, quand il aura redoublé, il aura atteint les objectifs au mieux de fin de 3P. C'est-à-dire qu'il saura lire, on attend qu'il sache lire en tout cas des mots, des petites phrases, hein, quand il est en fin de 3P, des petits textes de 3-4 lignes. C'est un peu ce qui est attendu en fin de 3P. Imaginons mon même petit Léon, qui cette fois est promu. On est dans le deuxième schéma. Donc Léon, il fait sa 3P, et il est promu malgré ses difficultés. Hein, les difficultés sont les mêmes que dans le schéma d'en haut. Hein. Promotion automatique, il est promu en 4H. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment qu'il n'a pas le niveau des autres. Mais ce qui va se passer, c'est que cet élève-là, il est porté par le groupe classe de 4H, il entre dans le programme de 4H, et puis il nous oblige, à nous en tant qu'enseignants, à être créatifs. C'est-à-dire comment accompagner au mieux cet élève-là qui est promu, alors qu'il n'a manifestement pas le niveau pour être là. Il est en retard par rapport à son groupe classe. Vous voyez qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus dynamique. L'élève, il est en 4H et on va, nous, en tant qu'enseignants titulaires ou enseignants spécialisés, l'aider à profiter au mieux de la 4H dans laquelle il est. Et ça, c'est hyper porteur de progrès pour l'enfant. Parce que d'une part, le fait qu'il redouble, ça ne veut pas dire qu'il est incompétent dans toutes les disciplines. Il y a des disciplines où il va être OK. Et souvent, les redoublements, quand on faisait redoubler à l'époque en 3H, c'était pour des problèmes de lecture. Mais peut-être qu'en maths, il était à niveau. Donc le fait qu'il soit promu, il va pouvoir suivre le programme normalement, hein, dans certaines disciplines, en 4H. Et même en lecture. Imaginez mon petit Léon qui refait la 3H. Il va se retrouver en début de 3H à recommencer avec l'écoute de son, avec l'identification des phonèmes, des graphèmes, et il va refaire tout ce travail-là. Mais même s'il est en difficulté, il a quand même déjà bien acquis tout ça. Donc le premier semestre, on peut dire, il ne sert pratiquement à rien, puisqu'il était déjà largement au-delà des objectifs du début de la 3H. Donc porté par ce programme de 4H, il va acquérir beaucoup de notions dans les disciplines où il est un peu plus à l'aise, mais aussi dans les disciplines où il est en difficulté. Parce qu'en tant qu'enseignant, on n'a pas le choix que l'aider à profiter au maximum du programme de 4H malgré ses difficultés. Donc on va différencier, on va lui apporter de l'aide et on va être créatif par rapport à l'accompagnement de cet élève-là. Troisième partie du schéma, et c'est là que des fois on a de la peine à comprendre en tant qu'enseignant, parce qu'on se dit, oui, mais je constate bien que quand il a refait sa 3H, mon élève il a progressé. Ben, heureusement encore, il refait le même programme, heureusement encore qu'il progresse. La question elle n'est pas là, c'est est-ce qu'il aurait plus progressé en étant promu? Et c'est pour ça qu'il faut comparer ici les objectifs atteints à la fin de la 4H par rapport aux objectifs atteints à la fin de la 3H. Parce que mon petit Léon, quand il arrive à la fin de la 4H, s'il avait redoublé, il serait à la fin de la 3H.
D'où l'idée de la flèche comparaison ici. Il faut voir à la fin de la 4H s'il a atteint les objectifs de 3H. Et s'il a mieux atteint les objectifs de 3H que s'il avait redoublé. Et c'est effectivement toutes les études qui sont menées dans l'ouvrage de Craé comparent ça, parce que c'est ça la bonne comparaison. C'est de savoir si il avait été promu, est-ce qu'il aurait mieux progressé en lecture, hein, pour mon petit Léon, que s'il avait redoublé. C'est manifestement le cas. Il a suivi tant bien que mal le programme de 4H, mais quand même, il a été porté par le programme de 4H. Donc les objectifs de 3H, ils sont largement atteints. Et c'est ce que montrent effectivement toutes les études. Et aussi mon petit Léon. Alors voilà mon petit Léon. Donc mon petit Léon, à la fin de la 3H, il est en difficulté de lecture. Alors comme on ne fait plus redoubler dans le cycle 1, il est promu en 4H. Qu'est-ce qu'on fait avec ma collègue? Eh ben, on accompagne, on différencie. Il a des textes au début de l'année scolaire qui sont assez courts. Donc il est déjà en décalage, bien sûr, avec les objectifs des autres. Mais néanmoins, il avance dans le programme avec les 4H. Et là, je suis allé voir, avant les vacances de Pâques, l'enseignante qui enseigne en 3-4H. Donc elle a 2 degrés, hein, l'enseignant avec les 3-4H. J'ai dit, mais donne-moi une évaluation de fin de 3H. Tu attends quoi de tes élèves en fin de 3H? Et bien voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit, en fin de 3H, si un élève, c'est tiré d'un examen cantonal d'ailleurs, hein, en fin de 3H, si l'élève est capable de lire ce petit texte, hein, 2 enfants jouent devant la maison, ça rapporte une robe rouge, elle joue au ballon avec son grand frère, etc. Vous voyez, c'est ça qui est attendu en fin de 3H. Donc mon petit Léon, s'il refait la 3H, au mieux, il arrive à ça. Et je demande à ma collègue avant les vacances de Pâques, alors montre-moi maintenant ce qu'on demande en fin de 4H. Et c'est ça qu'on demande en fin de 4H. Donc vous voyez le saut. C'est-à-dire que mon petit Léon, il est dans des textes de ce niveau-là, avec un vocabulaire beaucoup plus complexe, avec des phrases beaucoup plus longues, et il est tiré vers ça. On va essayer de l'amener au mieux vers ses objectifs de ça. Donc au mieux, vous voyez, il arrive ça s'il redouble. Et puis évidemment, alors c'est l'exercice que j'ai fait, juste avant les vacances de Pâques, j'ai donné à mon petit Léon ce test-là, donc il y a ce texte-là avec toute une série de questions, et mon petit Léon obtient 35 points sur 40. Et il n'y en a encore pas à la fin de l'année, sur le test 3H. C'est la preuve que ça marche, évidemment que ça marche. Parce que mon petit Léon, travaillant avec ses copains de 4H sur des textes beaucoup plus complexes, quand il voit ça, il pouffe. Il dit, mais c'est quand même pas ça que vous allez me demander. Mais si, c'est ça qu'on t'aurait demandé si tu avais refait la 3H. Voilà. Et des arguments de ce type-là, il y en a sur 500 pages dans le bouquin, notamment des arguments qui montrent que dans un suivi longitudinal des élèves, on se rend compte que l'élève qui redouble, il progresse l'année du redoublement. L'année suivante, il est à peu près à niveau. Après 2 ans, 3 ans, on perd tous les bénéfices. Pourquoi on perd tous les bénéfices? Parce que finalement, c'est de nouveau pas attaqué à la problématique sous-jacente, au point nodal, et on n'a pas aidé cet enfant-là à mieux apprendre. On lui a simplement donné plus de temps. Et c'est pas en donnant plus de temps qu'on aide un enfant à sortir de ses difficultés. Voilà pour le premier thème, hein, le redoublement, qui relève justement d'une approche institutionnelle, hein, de l'échec scolaire. Une deuxième question, qui est une question institutionnelle, qui est évidemment en lien avec le redoublement, c'est la question de l'évaluation. On évalue beaucoup trop à l'école, au point que finalement certains élèves en viennent à penser que l'école, c'est être évalué, et c'est pas apprendre. Et il y a clairement certains élèves qui développent un rapport utilitariste à l'école, parce que ce qui les intéresse, c'est pas d'apprendre, hein, c'est de performer dans des évaluations sommatiques, dans des tests notés. À mes élèves en appui, quand je leur demande en début d'année, mais qu'est-ce qui est important pour toi cette année? Ils ne parlent jamais d'apprendre. Ils me parlent de ne pas redoubler, de faire des bonnes notes, d'être dans une logique, hein, de promotion, et pas dans une logique d'apprentissage. Ça veut dire qu'on conditionne nos élèves progressivement à répondre aux attentes de l'institution, et pas à développer un rapport positif au savoir. Et finalement, est-ce qu'on ne se trompe pas de cible, hein, quand on axe sur l'évaluation et pas sur les apprentissages et, et surtout le plaisir d'apprendre? Alors, pour vous parler de ça, c'est aussi un exemple, hein, sur l'évaluation.
mais qui me paraît assez révélateur aussi hein, de ce qu'on vit à l'école. J'ai trouvé dans une méthodologie de gym, de sport, mais qui date, un jeu assez étrange, qui s'appelle le jeu de l'aquarium. Au jeu de l'aquarium, j'espère que ça ne se joue plus dans les salles de gym, mais ça révèle bien ce qu'on peut entendre par évaluation. Le jeu de l'aquarium, vous mettez les élèves au fond de la salle de gym, et puis vous leur dites top départ, les élèves courent, traversent la salle de gym et doivent toucher le plus rapidement possible la paroi qui est en face. Et puis on élimine les 3 derniers. Les 3 derniers s'asseyent, puis on court, on revient avec les autres élèves jusqu'au moment où on a déterminé l'élève qui était le coureur le plus rapide de la classe. Ça, c'est le jeu de l'aquarium. Sur quoi se base le jeu de l'aquarium? Sur la norme du groupe classe. C'est-à-dire que si vous êtes dans une classe de très bons coureurs, même si vous êtes bon coureur, vous risquez bien de vous asseoir très vite. Donc vous voyez que là, l'évaluation, et j'ai mis la ligne rouge, hein, la ligne des redoublants, se fait par rapport au groupe dans lequel est inscrit l'élève. Donc c'est pas la même chose hein, d'être évalué à Vissois ou au Sacré-Cœur à Sion. C'est pas la même chose. Moi qui supervise beaucoup dans les classes, on fait pas le même job. Quand vous êtes dans un petit village, dans un milieu protégé, ou dans une école compliquée, on ne fait pas le même job. Or, il se trouve que mon petit Léon, pour reprendre mon petit Léon, s'il se trouve dans une classe d'élèves moyens, il a beaucoup plus de chances de s'en sortir que s'il se trouve dans un petit village protégé avec des milieux socioculturels plutôt élevés. Donc on crée, dans ce jeu de l'aquarium, artificiellement de l'échec. C'est-à-dire, dans le jeu de l'aquarium, vous pouvez pas faire réussir tous vos élèves. C'est le principe même du jeu. Le principe du jeu de l'aquarium, c'est de faire asseoir ceux qui courent moins vite. Et les recherches aussi, et notamment dans l'ouvrage de Cray, montrent bien ça. C'est-à-dire qu'un élève qui pourrait être en échec dans la classe X pourrait être dans les meilleurs dans la classe Y. Au même moment de l'année, par rapport au même plan d'études, même programme, même moyen d'enseignement. Il y a une étudiante de l'AHEP qui a fait son travail final en bachelor, mémoire de bachelor, sur ça. Elle a demandé à des enseignants de 4 âges de leur envoyer un examen de maths. Donc c'était sur la numération, je ne sais plus, au mois de novembre. Quel examen vous faites passer après le thème de numération, 4 âges, au mois de novembre? Les enseignants ont envoyé les examens et les différences sont sidérantes. C'est-à-dire que vous avez, par rapport au même plan d'études, une traduction dans des examens qui n'ont rien à voir. Il y avait des exercices où il fallait compter des coccinelles, puis ça valait 3 points. Puis dans un autre examen d'une autre école, il y avait déjà des choses beaucoup plus compliquées, comme sérier des nombres, par exemple. Or, ça concernait le même thème, le même degré et le même objectif du plan d'études. Alors c'est bien que l'enseignant différencie quand il travaille dans un village. C'est-à-dire qu'il a tendance à augmenter le niveau, mais c'est bien, on ne va pas freiner des élèves qui avancent vite. Mais au moment de l'évaluation, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est exigé en termes de plan d'études, d'objectifs minimaux, dans ce degré-là, pour ce thème-là, à ce moment-là de l'année. Et là, on passerait, si on fait ça, alors on passe à, moi j'ai appelé ça le jeu du repêcheur, c'est-à-dire qu'on détermine a priori la ligne rouge, on détermine a priori ce qu'on attend des élèves. Par exemple, pour mon petit Léon, le petit texte que je vous ai montré tout à l'heure, voilà ce qui est attendu pour la fin de la 3H. C'est ça. Et même si vos élèves, parce que vous êtes dans une bonne classe, ils sont beaucoup plus loin que ça, vous allez quand même les évaluer là-dessus. Évidemment, vous aurez des très bonnes moyennes de classe. Est-ce que c'est tolérable d'avoir une moyenne de 5,5 dans une classe? Est-ce que c'est tolérable? Ou est-ce qu'on a la visite de l'inspecteur qui vient vous dire « Bon sang, t'es un peu généreux ». Donc vous voyez, il y a une tension quand même entre une école qui se veut exigeante, performante, ce que je veux évidemment aussi, mais le risque de mettre en échec artificiellement des élèves parce qu'on est justement dans une bonne classe. Donc le jeu du repêcheur, ce serait dire aux élèves « Allez au fond de la salle de gym, on met une ligne d'arrivée, on va travailler pendant toute l'année pour que vous soyez tous capables de franchir la ligne en moins de 10 secondes. » Là, on est dans le jeu du repêcheur. Vous voyez, c'est plus le même jeu. C'est-à-dire que là, on peut très bien avoir tous nos élèves qui réussissent. Et puis si, peut-être même dans certaines classes, dès le premier jour, tous les élèves sont capables de courir.
et franchir en moins de 10 secondes la ligne d'arrivée. C'est possible, hein, avec certaines bonnes classes, que dès le début du thème, même, tous les objectifs sont atteints. Et puis, pour d'autres, on dit, bah, ok, pour toi, c'est encore pas ok, tu mets 13, 14, 15 secondes, mais on va s'entraîner. Et puis, on va s'entraîner pour qu'à la fin de l'année, tu sois capable de ça. Vous voyez, on sait contre quoi on se bat. On sait contre quoi on se bat quand on travaille au repêcheur, parce qu'on a identifié clairement l'objectif qui était à atteindre. Et on n'est pas en train de créer une évaluation qui dépend du groupe classe dans lequel on est. Vous voyez la difficulté pour l'enseignant. Ça veut dire que l'enseignant, avant d'entrer dans un thème, il doit décider lui-même de la ligne rouge, indépendamment du groupe classe qu'il a devant lui. Et après, tant mieux si on est tous largement à droite de la ligne rouge, tant mieux, hein. Mais on va essayer d'amener tous les élèves, notamment ceux qui sont à gauche, dans la courbe de Gauss, ici, aussi à franchir cette ligne en moins de 10 secondes. Vous voyez, il y a un enjeu institutionnel. Il y a un enjeu institutionnel. Moi, j'ai regretté quand on a supprimé, par exemple, les examens de fin d'année à la fin de la 6H. L'examen de fin d'année cantonale, c'est un rapport à la norme cantonale. Et c'est plus un rapport au microcosme de la salle de classe, où moi je fais en fonction de mon groupe classe. On a au moins ce qui est attendu au niveau cantonal. C'est déjà beaucoup mieux, hein, que d'avoir une attente par rapport à son groupe classe. Donc les examens cantonaux, moi je suis pour. Après, noter, pas noter, la note elle sert à rien, donc on pourrait très bien ne pas les noter. Mais au moins on sait ce qui est attendu à la fin de chacun des degrés. Donc on peut la jouer au jeu du repêcheur. Moi, ce qui m'a beaucoup frustré quand j'ai commencé en appui, parce que je n'étais pas au clair avec ça, j'accueillais un élève dans ma salle d'appui. Je l'aidais à courir un petit peu plus vite. Ok, il réintégrait sa classe, il avait appris à courir un peu plus vite. Mais il y en avait évidemment un autre qui courait moins vite que celui-là, qui courait maintenant plus vite. Vous voyez le problème? C'est qu'avec un jeu de l'aquarium, vous avez tout le temps des élèves qui sont signalés en appui, puisque c'est tout le temps un qui court un peu moins vite que les autres. Donc on entre un peu dans un système un peu fou, quoi. Où meilleur vous êtes en tant qu'enseignant d'appui, et plus vous avez des signalements, parce que le groupe classe fonctionne de mieux en mieux, court de plus en plus vite, mais crée automatiquement des élèves qui sont toujours à la traîne. Donc c'est sans fin. On ne peut pas sortir de l'échec scolaire si on ne sort pas de ces modalités d'évaluation. Autre exemple de mesures institutionnelles, puis après je vais passer aux mesures pédagogiques, les tâches à domicile. Pourquoi les tâches à domicile? Ça fait maintenant 5-6 ans que j'ai accompagné une dizaine d'écoles en Valais sur les tâches à domicile. Alors c'est parti d'un constat tout simple, hein. J'étais à Noès dans mon école, on était 2 enseignants d'appui, et puis mon collègue s'occupait des études dirigées, en plus des appuis. Un jour, il vient me voir, puis il me dit « on ne peut plus continuer comme ça. J'accueille des enfants avec des devoirs et des leçons en études dirigées, et je vois qu'ils sont incapables de les faire. C'est pas possible de les faire. Et même avec mon accompagnement, on n'arrive jamais au bout. Ils repartent toujours à la maison avec du travail, et puis finalement, je ne sais plus que faire. » Donc suite à ça, on a réuni mes collègues de l'école de Noès, et à Noès, on est quand même avec des milieux socioculturels plutôt défavorisés. Donc on peut assez peu compter sur les familles, sur les parents, pour s'occuper des enfants, notamment pour des problèmes de langue. On a beaucoup de familles allophones, donc les parents, avec la meilleure volonté du monde, ils ne peuvent pas accompagner les enfants. Donc on s'est réunis en salle des maîtres, on dit on fait quoi? Et puis on a constaté là finalement qu'on avait tous des pratiques assez différentes sur les tâches à domicile. Donc on s'est dit faisons une charte et décidons de ce qu'on attend des tâches à domicile. Donc on a fait une charte avec le rôle, le droit et devoir on a mis, hein, droit et devoir de l'enseignant, droit et devoir de l'élève, droit et devoir des parents. Et on a vu baisser la pression très rapidement. Parce qu'on n'avait jamais fait ce travail-là de clarification des objectifs, des tâches à domicile d'abord, et puis ensuite de la manière dont on les donnait, dont on les gérait, etc. Et ça a ouvert plein de questions. Par exemple, du type, oui, mais quand on donne une leçon à la maison, c'est pourquoi? Pour la mémoriser. Ok, mais mémoriser, c'est quoi? Est-ce que c'est la même chose de mémoriser des terminaisons de verbes à l'imparfait, ou de mémoriser une leçon d'histoire, ou de mémoriser une règle de grammaire? Est-ce que c'est la même chose? Ben non. Ben bon, on s'est rendu compte qu'en fait, on donnait des tâches à domicile aux enfants,
qui ne savaient pas comment les gérer. Parce qu'ils n'avaient pas les stratégies, ils n'avaient pas la boîte à outils, ils n'avaient pas les moyens de leur permettre de réaliser ça en autonomie. Donc, première chose qu'on a faite, on est allé lire un peu dans la littérature, regarder ce qu'on disait des tâches à domicile. Et là, dans la littérature, on retrouve, alors, pratiquement dans tous les bouquins qui traitent de ça, 3 objectifs des tâches à domicile. L'autonomie, donc on donne et ça c'est essentiel, on donne des tâches à domicile pour favoriser l'autonomie des enfants. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'enfant, il rentre à la maison, il doit aller seul dans sa chambre, faire sa tâche à domicile, et puis éventuellement demander à papa-maman de faire réciter. Et c'est tout. Dans les familles, quand les parents doivent dire tous les soirs, tu vas dans ta chambre, tu fais les devoirs, c'est pas normal, c'est pas l'autonomie. L'autonomie, c'est quand même la capacité qu'a l'enfant de gérer lui-même ses tâches à domicile. C'est lui qui doit être responsable de ses tâches à domicile. Et moi, j'ai donné aussi, je vois que Tristan est dans la salle, là, on a travaillé avec la FRAPEV, l'association des parents, et il m'a invité plusieurs fois dans des conférences auprès des parents. Il y a de nombreux parents en souffrance qui nous disent « Mais moi, j'ai la boule à l'estomac quand je rentre à la maison le soir, après une journée de travail, je dois me taper encore les tâches à domicile. Je dois faire ça encore en plus, avec des tensions tous les soirs autour des tâches à domicile. » Oui, mais dès qu'on met l'autonomie, tout d'un coup, ça change. Et nous, ce qu'on a demandé aux parents dans la charte qu'on a rédigée à Noès, c'était de poser le cadre, et c'est tout. De donner un cadre permettant à l'enfant de travailler en autonomie. Donc ça veut dire peut-être ritualiser, de dire tes devoirs et tes leçons, tu les fais de 5h à 5h30. Et peut-être de lui dire qu'il fait ça dans sa chambre, un endroit tranquille. Demander par exemple qu'il auto-évalue le temps qu'il met. Par exemple, il peut estimer que ce devoir-là, il va le faire en un quart d'heure, puis ensuite il se chronomètre, etc. Donc poser le cadre qui permet à l'enfant progressivement de développer son autonomie. Mais l'autonomie, ça veut dire aussi que l'enseignant, quand il donne la tâche à domicile, il doit être explicite sur le quoi, le pourquoi et le comment. J'apprends quoi, j'apprends pourquoi et j'apprends comment. Autrement, l'élève ne peut pas être autonome. Donc vous voyez, le simple fait de dire objectif premier des tâches à domicile, c'est l'autonomie, ça bouscule complètement les représentations qu'on peut avoir des tâches à domicile. Et ça clarifie de nouveau le rôle de l'enseignant, de l'élève et des parents. Deuxième objectif, relation école-famille. Ça veut dire quoi, relation école-famille? Ça veut dire que les parents devraient se réjouir que leurs enfants aient des tâches à domicile. Je travaille notamment cette année avec l'école de Bagne, à l'RVO, on a travaillé là-dessus. Eux, ils ont décidé à Bagne de mettre comme objectif premier le plaisir d'apprendre et le sens. Le plaisir d'apprendre. Donc ils ont décidé de donner dorénavant des tâches à domicile pour développer le plaisir. Vous imaginez le renversement de perspective par rapport à des tâches à domicile qu'on doit faire, le devoir. On va devoir faire le devoir. C'est un peu ça les tâches à domicile. D'accord, on met le plaisir d'apprendre comme objectif premier, ça change complètement. Donc un enseignant me disait, mais moi j'ai donné un devoir d'ACM, d'activité créatrice. C'était ça le devoir, un soir. Vous voyez, on est loin d'un devoir où on a 3 pages de calcul mental à remplir. Et puis troisième objectif, la consolidation. Donc un des objectifs des tâches à domicile, c'est de pouvoir terminer le programme. Mais là aussi, les études nous montrent que ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin des tâches à domicile pour terminer le programme. Il y a des pays où on a renoncé aux tâches à domicile et ça va très bien. Donc tout le travail se fait en classe. Et notamment, c'est poser la question de la mémorisation. Les enfants ne savent pas comment on mémorise. Et on délègue souvent, en tant qu'enseignant, on délègue à la famille ce travail de mémorisation. Donc de consolidation. Ça ne va pas. C'est juste pas possible. Je vous parlerai tout à l'heure un peu de la mémorisation. Berthier dit c'est le maillon faible. La mémorisation est le maillon faible du système scolaire. C'est pour ça que j'en parlerai tout à l'heure dans les mesures pédagogiques. Donc on ne peut pas déléguer ce travail de mémorisation à la maison. C'est juste pas possible, parce que ça ne respecte pas le fonctionnement mental, notamment les stratégies de mémorisation. On ne peut pas faire ce travail-là. Et c'est pour ça que souvent, en tant qu'enseignant, on s'épuise. C'est parce qu'on donne des leçons à la maison en espérant qu'ils les retiennent, et puis on se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Et qu'il faut reprendre, et qu'il faut reprendre encore, et qu'il faut reprendre une xème fois. Et puis quand on fait les révisions en fin d'année, on dit « mais c'est pas possible, ils ont tout oublié ».
mais c'est parce qu'on a tendance à déléguer ce travail de mémorisation à la maison. Donc 95%, pour moi, 95% du travail de mémorisation doit se faire en classe. Et puis le travail de consolidation, c'est une toute petite partie de ce qu'on va demander dans les tâches à domicile. Alors j'ai mis ce schéma ici pour montrer que si l'objectif premier c'est l'autonomie, donc l'enfant quand il grandit, il devrait être de plus en plus autonome, et vous voyez que la participation de l'adulte, elle décroît de manière proportionnelle à l'accroissement de l'autonomie de l'enfant. Donc c'est ce qu'on vise à l'école, c'est de rendre nos enfants autonomes, et les tâches à domicile, c'est une bonne occasion de favoriser l'autonomie de l'enfant. Donc ça veut dire qu'on peut parler aussi en tant qu'enseignant avec les parents sur le rôle dans la prise d'autonomie de l'enfant, comment on peut accompagner l'enfant pour que, en tout cas, en 5, 6, 7 âges, il soit totalement autonome par rapport aux tâches à domicile. Qu'il ait besoin d'un peu de cadre, un peu d'aide à l'organisation au début, ok, mais progressivement, cette aide, elle doit diminuer. Or, moi, j'ai eu des parents qui me disaient, mais tous les soirs, et je me souviens d'une fille que j'ai eue, ça fait quelque temps, de 7 âges, elle me disait, tous les soirs, je m'asseyais à côté de ma fille pour faire les devoirs avec elle. Tous les soirs, 7 âges. Si vous allez continuer jusqu'à quand? Jusqu'au moment où vous n'arrivez plus à suivre parce que le programme est trop compliqué. Et alors, on a travaillé sur cette question d'autonomie en montrant aux parents que ça faisait partie du métier de l'élève. Les tâches à domicile font partie du métier de l'élève. Et moi, je le dis aussi aux enfants, c'est ton job, les tâches à domicile. Et j'ai eu travaillé avec des parents qui sont revenus par après me remercier en disant, mais quel soulagement depuis qu'on a fixé les responsabilités des uns et des autres. Alors je disais, mais des parents qui n'en pouvaient plus, je disais, alors on va essayer pendant 3 semaines, vous occupez plus, du tout, devant l'enfant, et maintenant dorénavant c'est toi, c'est ton job d'occuper des tâches à domicile. Alors les parents tout de suite la réaction c'est de dire, ouais, mais il fera rien, on verra bien. Imaginez l'enfant qui a bien compris le message, qui se dit le soir, non, je fais rien, le matin à 8h, je vais me présenter devant la maîtresse, j'aurai rien fait. Donc il y a souvent un changement, si vous arrivez à introduire ce changement-là, et puis que les parents arrivent à se retirer en donnant la place à l'enfant très rapidement, il prend sa place. D'une part parce qu'on le responsabilise, et puis d'autre part aussi parce qu'il sait qu'il doit assumer son autonomie. C'est lui dorénavant qui est responsable des tâches à domicile. Voilà pour les mesures institutionnelles. Vous voyez que ces 3 premiers exemples, ils touchent vraiment au fonctionnement de l'école. C'est comment l'école pourrait fonctionner différemment en travaillant sur le redoublement, sur l'évaluation, sur les tâches à domicile. Ce sont 3 exemples, mais c'est quand même 3 exemples qui sont très inscrits dans le fonctionnement traditionnel de l'école. Donc il faut quand même bousculer pas mal de choses pour sortir de cette manière de fonctionner à l'école. On passe ici au 2e niveau, on pourrait dire la zone orange dans la pyramide de Fuchs de tout à l'heure, les mesures pédagogiques. Alors les mesures pédagogiques, c'est celles qui concernent l'enseignant et sa classe. Donc vous voyez, l'école, et maintenant on descend d'un niveau dans l'enseignant et sa classe. Effectivement, les recherches montrent que l'enseignant est le facteur premier de la lutte contre l'échec scolaire. C'est lui qui est tout le temps, 6 heures par jour avec ces élèves-là en classe, et il y a des enseignants qui sont excellents dans ce travail d'accompagnement des élèves en difficulté. Alors je vais donner quelques exemples de domaines d'excellence des enseignants. Le premier domaine, c'est le domaine rebattu depuis des décennies de l'évaluation formative et de la différenciation. Alors à la HEP, on parle beaucoup de ça. Finalement, c'est relativement peu mis en œuvre. Et le projet que je vais vous présenter là rapidement, c'est un collègue de Noès qui un jour vient me dire « Ouais, c'est bien joli à la HEP, parler d'évaluation formative différenciation, moi je ne sais pas comment faire dans ma classe. Est-ce que tu serais d'accord de m'aider ?» J'ai dit « Ok, on va mener un projet ensemble. » Donc on a mené un projet avec lui sur 3 semaines où il avait choisi de travailler la division en colonnes, l'introduction de la division en colonnes. Donc un thème assez bien circonscrit. Et puis on a essayé de travailler pendant 3 semaines sur ce thème-là, en évaluant de manière formative et en différenciant. Et puis ensuite, une fois qu'on a terminé ce projet, dont le résultat était très intéressant, alors d'abord grâce à cet enseignant qui était hyper motivé
par le projet. Ensuite, on l'a présenté ce projet l'année suivante à l'ensemble de mes collègues de Noès, et tous les collègues de Noès ont choisi un thème. Par exemple, l'enseignante de 6H, elle a choisi la conjugaison des verbes à l'imparfait. Et puis là aussi, sur 3 semaines, elle a essayé de dérouler le dispositif qu'on avait expérimenté avec mon collègue. Et ce dispositif, je l'ai modélisé comme ça. Alors je vous le présente rapidement de nouveau. Mais pour vous dire que ce n'est pas si compliqué que ça à évaluer de manière formative et à différencier. La grande confusion que je vois dans les cours que je donne, c'est qu'on a tendance, en tant qu'enseignant, à penser que différencier, c'est individualiser. Comme s'il fallait avoir 25 programmes si on a 25 élèves dans la classe. Ce n'est pas du tout ça la différenciation. On peut individualiser parfois pour 1 ou 2 élèves de la classe, notamment par rapport au projet pédagogique individuel, qu'on verra tout à l'heure, mais c'est pas ça autrement. Hein. Le travail se fait bien en groupe classe. Alors ce qu'on essaie de faire avec mon collègue, c'est de décomposer les 3 semaines en 7 étapes. Et en mettant chaque fois ce qui concernait l'évaluation, hein, la première ligne, et puis la différenciation de la deuxième. Première étape de différenciation, mise en projet, présentation des objectifs aux élèves. On a toujours commencé, après aussi dans les autres classes, par une mise en projet du thème. Écoutez les enfants, on va travailler sur la conjugaison des verbes à l'imparfait. Vous devrez savoir conjuguer les verbes être, avoir, chanter, finir, etc., la liste des verbes. Et puis je vous montre déjà, vous ne savez encore pas, hein, parce qu'on est au début du thème, mais je vous montre quand même les terminaisons, AIS, AIS, AIT. Ouais. Donc une mise en projet où on est tout à fait transparent avec nos élèves sur ce qui est attendu. Et moi je proposais même aux enseignants de montrer l'examen. Hein, de montrer l'examen sur le TBI, dire voilà, dans 3 semaines, voilà à quoi ressemble cet examen. Ben, tu vois, il y a le verbe, puis c'est marqué, conjugal imparfait, puis ensuite il y a un exercice à trous, où il y a le verbe à l'infinitif, et puis tu dois bien regarder le sujet, parce que si le sujet est au pluriel, tu vois, c'est AIENT. Donc on leur montrait chaque fois aussi l'examen au tout début, pour être totalement transparent par rapport aux attentes. Vous voyez, quand on fait ça, on prend les élèves avec nous. C'est-à-dire qu'on n'est plus seul à tirer les élèves vers les objectifs, mais les élèves peuvent devenir acteurs des apprentissages à ce moment-là. Deuxième étape, évaluation formative départ. On fait passer l'examen à blanc. On fait passer l'examen à blanc, même dans un thème qui est nouveau. Hier, je vous ai montré dans la mise en projet l'examen. Aujourd'hui, vous allez le faire. Évidemment, comme vous êtes au début, vous faites ce que vous pouvez. Mais comme les thèmes, ils sont quand même travaillés toujours, hein, chaque année, on revient dessus, il y a bon nombre de thèmes où l'élève il a déjà pas mal de connaissances avant même d'entrer dans le thème de cette année. Donc, ils font l'examen à blanc, puis on en discute. Quelles sont les difficultés que tu as eues, qu'est-ce qui t'a posé problème, etc. Et puis un élève va dire, oui, mais moi je savais déjà que c'était ENT au pluriel, parce que l'année passée on avait travaillé le présent, puis c'est la même chose. Ok, parfait. Donc vous voyez, on fait l'examen à blanc. D'une part, ça permet à l'enfant de comprendre ce qui est attendu, encore mieux que dans la mise en projet, puisqu'il a fait l'examen. Et puis à l'enseignant d'avoir déjà un premier retour sur ce que les élèves sont capables de faire. Alors par exemple, à Noès, l'enseignante de 8H, elle avait choisi de faire la résolution des problèmes mathématiques, comme thème sur 3 semaines. Donc elle fait sa mise en projet, elle fait l'évaluation formative de départ, elle corrige les épreuves. La moitié de ses élèves avaient atteint les objectifs avant même de commencer le thème. La moitié des élèves de sa classe. C'est quand même une bonne information, hein. Plutôt que de commencer le thème et puis de constater après 3 semaines qu'effectivement tous les élèves ont atteint les objectifs, ce qui est très heureux, elle constate que la moitié des élèves n'ont pas besoin de travailler ça. C'est quand même un sacré soulagement pour l'enseignante. Alors c'est un peu embêtant aussi, parce qu'elle est venue chez moi un peu catastrophée. Attends, je fais quoi? Ils savent déjà. Alors, on fait autre chose, hein. S'ils savent déjà, tu vas faire autre chose. Puis on a réfléchi avec elle, et par exemple, elle a décidé de demander aux élèves qui avaient atteint les objectifs de créer des problèmes pour les autres, de faire une banque de problèmes. Je trouvais l'idée excellente, quoi. Donc elle a fait faire à ses élèves qui avaient atteint les objectifs une banque de problèmes. Ce qui est allé un peu plus loin dans la résolution des problèmes mathématiques. Mais ça veut dire que déjà, pour l'étape 3, elle a déjà plus que la moitié de la classe dont elle doit s'occuper, puisque l'autre moitié a déjà atteint les objectifs. Vous voyez, là, on commence vraiment à entrer dans un travail de différenciation. Étape 3, différenciation successive en pédagogie collective. Alors ça, j'ai repris le terme de Philippe Mérieux. La différenciation successive, c'est simplement la variété des modalités d'enseignement.
Donc on va enseigner la conjugaison en faisant des exercices, mais aussi à l'ordinateur, en faisant des travaux de groupe, en faisant des petits groupes de besoins, etc. Donc on différencie un petit peu les modalités de travail, mais de manière assez classique. Simplement on fait attention à ceux qui sont un peu plus visuels, un peu plus auditifs, etc. Et pendant ce temps-là, l'étape 3, on fait de l'évaluation formative interactive. Ça veut dire qu'on regarde les élèves qui, progressivement, durant la semaine, atteignent les objectifs. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a de moins en moins d'élèves qui vont se retrouver encore en difficulté. On arrive à l'étape 4, et là, on le faisait pratiquement dans toutes les classes, après 2 semaines, sur les 3 semaines, après 2 semaines. On refait l'examen. Le même qu'on a fait à l'étape 2, on le refait à l'étape 4. Constat pratiquement unanime dans toutes les classes, il ne reste plus que 3 ou 4 qui n'ont pas atteint les objectifs. Et il nous reste 1 semaine. Donc là, on entre dans un travail un peu plus pointu, différenciation simultanée en pédagogie individualisée, étape 5. Là, on commence à faire du travail plus individuel. Mais on n'en a plus que 3 ou 4 qui n'ont pas encore atteint les objectifs. Donc on met le paquet dans la semaine qui reste sur ces 3 ou 4. Et puis on arrive à l'étape 6 où on fait l'examen, évaluation sommative. Et même après l'étape 6, si des élèves sont encore en difficulté, on va proposer une remédiation à ces élèves-là. Donc on ne termine pas avec l'examen. Si l'examen est insuffisant, on fait encore une remédiation. Vous voyez que c'est un déroulé finalement assez simple à mettre en œuvre, qui ne modifie pas fondamentalement la manière de travailler des enseignants et qui a vraiment montré des résultats hyper intéressants dans l'école où on l'a expérimenté. Vous voyez qu'avec cet exemple-là, on est vraiment dans un niveau pédagogique. On est vraiment dans l'enseignant et sa classe qui, en mettant en place un dispositif d'évaluation formative et différenciation, permet à l'ensemble des élèves d'atteindre les objectifs. Deuxième exemple d'intervention au niveau pédagogique, au niveau de la classe, c'est la question de l'aide stratégique. J'ai pris ici le plan d'études. Donc on a dans les capacités transversales ce travail-là qui est autour des stratégies. On doit, en tant qu'enseignant actuellement, avec le plan d'études, travailler avec nos élèves sur les stratégies. Le comment. Comment j'apprends ma leçon, comment je prépare ma dictée, comment je mémorise, comment je résous un problème en mathématiques. Enfin, c'est toute cette dimension stratégique qui est essentielle. On peut même se demander si cet objectif-là stratégique ne devrait pas être l'objectif premier à l'école. Et c'est d'ailleurs le choix qui a été fait par le plan d'études. Dans le document présentation générale du plan d'études, vous avez au tout début du document les finalités de l'école, CIP, donc on est au niveau roman, les finalités de l'école. Je vous lis les premières lignes des finalités du plan d'études. Donc ce qui fixe la finalité de l'ensemble des objectifs du plan d'études, c'est ceci: l'école publique assume une mission globale et générale de formation qui intègre des tâches d'éducation et d'instruction permettant à tous les élèves d'apprendre à apprendre, afin de devenir aptes à poursuivre une formation tout au long de leur vie. C'est la finalité première de l'école. La finalité première de l'école, c'est de donner à l'élève des stratégies pour réussir dans la vie. Pour réussir à apprendre et donc pour réussir dans la vie. Là, on a du boulot. Là, on a encore du boulot. Je sais que ça se fait dans les classes, mais ça devrait être la priorité. Maths français, c'est en second. C'est le plan d'études qui le dit, c'est pas moi. Maths français, c'est en second. En premier, c'est donner à nos élèves des capacités cognitives de pilotage, de leur raisonnement, de leur capacité de mémorisation, de leur capacité à résoudre des problèmes complexes. C'est ça la finalité de l'école. Donc en tant qu'enseignant, on doit leur donner la boîte à outils leur permettant d'apprendre et d'apprendre à apprendre et tout au long de leur vie. Pourquoi c'est essentiel? Parce que moi je ne suis pas sûr que dans 20 ans, on enseigne encore de l'orthographe à l'école. C'est plus très sûr. Même les mathématiques, est-ce qu'on va faire encore des additions en colonne? Pas très sûr. J'ai même un doute sur la lecture. Est-ce qu'on va encore apprendre à lire dans les prochaines générations? C'est pas certain. Où on risque pas de se tromper, c'est ça. Si on donne à nos élèves, durant leur scolarité obligatoire,
une meilleure compréhension de leur manière de raisonner, de comprendre, d'apprendre, de mémoriser, on est sûr de ne pas se tromper. Parce que quelle que soit la profession qu'ils vont embrasser par la suite, ils vont devoir nécessairement utiliser leur boîte à outils intellectuelle, boîte à outils cognitive, pour trouver des solutions à des problèmes complexes. Et c'est effectivement le choix qui a été fait dans le plan d'études. Alors là, je prends juste un exemple d'apprentissage stratégique, c'est le domaine de la mémorisation. Je vous disais, Berthier en France dit c'est le maillon faible du système scolaire. Je suis entièrement d'accord avec ça. Alors je vous ai mis un schéma ici que je vous explique très rapidement. On se base là vraiment sur les travaux de la psychologie cognitive. Comment on fait dans nos têtes pour apprendre, pour raisonner, pour mémoriser? Pour la psychologie cognitive, le raisonnement se fait à travers 3 étapes. On est un système de traitement de l'information, c'est-à-dire, je prends l'exemple des consignes. L'élève se trouve dans un environnement de classe, il se trouve face à une fiche où il doit lire une consigne de français, par exemple, disant entoure en rouge les verbes de la phrase qui sont en imparfait. Input, première étape, il va devoir lire la consigne. Donc il fait un travail de décodage de la consigne, c'est ça la prise d'information input, il fait un travail de décodage de la consigne, donc un travail de lecture. Deuxième étape, traitement de l'information, il va devoir se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'on me demande? Ah, on me demande d'entourer, et pas d'encadrer, et pas de souligner. On me demande d'entourer les verbes, et pas les sujets, et pas les compléments de phrase. Vous voyez, donc au niveau du traitement, il va devoir réfléchir évidemment à la consigne qu'il vient de décoder. Et puis, output, il va devoir faire quelque chose de ça. Pour une consigne, il va devoir effectivement prendre sa fiche, prendre un crayon rouge, et puis entourer les verbes en rouge. Quand on est dans cette boucle-là, on est dans une boucle de compréhension. Alors évidemment, c'est essentiel à l'école de comprendre. Je prends l'information, je la traite, deuxième étape, j'en fais quelque chose, troisième étape. Mais il se trouve que cette boucle de compréhension, elle ne peut pas fonctionner sans la mémoire. C'est pour ça que j'ai rajouté dans le schéma, ça c'est une boucle traditionnelle qu'on retrouve en traitement de l'information, j'ai rajouté la mémoire parce que quand vous traitez de l'information, vous allez nécessairement puiser dans votre mémoire à long terme. L'élève, quand il lit qu'il faut entourer plutôt que d'encadrer, il va puiser dans sa mémoire, dire « Ah oui, mais je sais ce que c'est entourer par rapport à encadrer. » Mais il sait aussi ce qu'est un verbe. Il sait aussi ce qu'est l'imparfait. Donc vous voyez qu'il va devoir plonger dans sa mémoire pour remonter, c'est la flèche qui est latérale, pour remonter dans le traitement de l'information et pour traiter la donnée qu'il trouve dans la consigne par rapport à ses propres savoirs. Donc vous voyez que finalement, on ne peut pas raisonner sans déposer en mémoire ce qu'on a compris. Or, j'ai l'impression que l'école, depuis quelques décennies, elle tourne en rond. Elle tourne dans la boucle de compréhension. Input, traitement, output. Input, traitement, output. À quel moment on accorde du temps en classe, et pas à la maison, en classe, à quel moment on accorde du temps pour déposer en mémoire? Donc pour faire ce travail-là, il faut avoir une connaissance stratégique de comment fonctionne la mémoire à long terme et quelles sont les stratégies permettant de déposer en mémoire à long terme. Et ça, en tant qu'enseignant, on doit le savoir, mais surtout, on doit le transmettre aux enfants pour qu'ils puissent être justement autonomes. Donc vous voyez, j'ai choisi l'exemple de la mémoire, on aurait pu choisir l'exemple du raisonnement ou de la compréhension ou d'autres processus cognitifs, planification, régulation, etc. J'ai choisi la question de la mémoire parce que là, il y a un gros chantier. Dans l'école valaisanne, il y a un immense chantier. Il faut qu'on restaure du temps en classe de mémorisation. Il faut que 95% du travail de mémorisation se fasse en classe. Quand on a une leçon d'histoire, on ne peut pas être seulement autour de l'analyse de documents en histoire en classe, puis ok, maintenant ce soir vous allez résumer, vous apprenez. C'est juste pas possible, parce que ça ne marche pas comme ça. Alors j'ai pas le temps de développer pourquoi, mais les stratégies de mémorisation, elles ne fonctionnent pas comme ça. On ne peut pas dissocier le moment de la compréhension du document en histoire, par exemple, du moment de la mémorisation. Il faut que le moment de mémorisation soit complètement intégré au moment de compréhension. Donc on ne peut pas avoir deux temps. Un temps de compréhension à l'école et un temps de mémorisation à la maison. Donc là, je pense qu'on a aussi pas mal de travail à faire là autour. Et puis la motivation, comme troisième exemple de mesure pédagogique au niveau de la classe. Évidemment que la motivation est essentielle à l'apprentissage, évidemment. Alors, de nouveau, je ne vais pas pouvoir développer beaucoup ça, mais
souvent, on parle de motivation, on dit oui, mais finalement, cette classe, elle n'est pas motivée cette année. Hein, comme si on avait peu de prise sur la motivation. Ou bien, cet élève-là, il n'est pas motivé. Comme si on avait peu de prise sur la motivation. Et là, il y a toute une série de travaux, là aussi, hein, qui montrent qu'on sait comment ça marche, la motivation. Avec 3 approches principales, alors je ne vais pas tellement développer, parce que je vois que le temps passe très vite. L'approche behavioriste, qui serait autour plutôt du bâton et de la carotte. Est-ce qu'on n'est pas trop là-dedans à l'école, où les élèves, finalement, ils courent après les notes? Donc, quand ils sont dans une motivation extrinsèque. Hein. L'approche humaniste, deuxième colonne, on sait que la motivation, elle se crée dans la relation. Donc, l'importance de la relation pédagogique, de la relation d'enseignant avec les élèves, de la relation des élèves entre eux, de la relation des élèves avec le savoir, donc toute la question du sens, de la compréhension des enjeux d'apprentissage. Et puis l'approche cognitiviste, alors ce que je viens de vous dire de la mémoire, ça rentrerait là. Et motiver l'élève qui connaît les stratégies, qui est capable de répondre à la question quoi, pourquoi, comment, par rapport à n'importe quel exercice. J'ai en ce moment une élève en appui qui est en cet âge. Face à chaque exercice qu'elle doit faire, c'est quoi les 3 questions? Quoi, pourquoi, comment? Ok? Alors ça, tu es en train de faire quoi? Alors en ce moment, on est sur en cet âge, on est sur les isométries, sur les translations symétrie axiale. C'est quoi? C'est une translation, ok? Pourquoi on fait ça? Ah bah ouais, bah c'est important de pouvoir, dans la vie de tous les jours, on voit tout le temps hein, des figures géométriques comme ça, hein, qui se déplacent, qui sont dans la même position, etc. Et puis comment on fait? Bah, c'est la question de la règle, de l'équerre, comment je trace les parallèles, les perpendiculaires. Donc chaque fois qu'elle est face à un exercice, je lui demande de répondre à ces 3 questions-là. Vous voyez, comment elle peut être motivée si elle ne sait pas quoi, si elle ne sait pas pourquoi, et si elle ne sait pas comment? Et j'ai pas mal d'élèves qui arrivent chez moi en appui, qui viennent prendre une fiche de la classe, je dis, mais t'es en train d'apprendre quoi à travers ça? Mais franchement, je vous assure, 9 fois sur 10, ils ne savent pas. Donc ils confondent conjugaison avec vocabulaire, vocabulaire avec orthographe. Après je leur dis alors, maths ou français? Puis là, je vous assure, ils ont encore un doute. Mais là, ils ont une chance sur 2 de tomber sur la bonne réponse, mais ils ont encore un doute. Donc là, on a aussi au niveau de la classe, hein, comment l'enseignant, en enseignant, peut activer ces leviers motivationnels, hein, que c'est de sa responsabilité aussi, hein, comme pour les stratégies, hein, c'est de la responsabilité de l'enseignant de créer les conditions permettant la motivation. Et puis je termine par les mesures individuelles, je vais passer un petit peu plus rapidement, puisque ça relève plus là de l'enseignant d'appui, l'enseignant spécialisé, du PPI, projet pédagogique individuel. Relation d'aide et pédagogie spécialisée n'existent que sur la base de projets individuels. Il n'y a pas de pédagogie spécialisée en général. Cette définition m'a changé la vie. J'ai fait 10 ans en classe régulière avant de faire de l'appui. Et quand je suis passé en appui, avant de recommencer une formation en pédagogie spécialisée, quand je suis passé en appui, je refaisais un peu ce que je faisais en classe régulière, c'est-à-dire que, mais dans de meilleures conditions, hein, j'avais un petit groupe ou quelques élèves en individuel, mais j'enseignais de nouveau à partir du plan d'études, des moyens d'enseignement, etc. Il n'y a pas de pédagogie spécialisée en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en appui avec un élève en difficulté, vous ne savez jamais ce que vous devez faire. Contrairement à l'enseignement de classe régulière, hein, dans l'enseignement ordinaire, on part des objectifs didactiques, des objectifs d'apprentissage. Quand vous êtes enseignant de classe régulière, vous pouvez prendre le document langue, vous êtes en 3H, et puis vous savez ce que vous devez faire. Donc vous planifiez votre programme, même pendant l'été, vous pouvez faire ce travail-là. Hein, planifiez sur 9 mois votre programme à l'aide de ça. C'est ça votre contrat de travail quand vous êtes enseignant de classe régulière. Moi, quand je suis passé en appui, j'ai continué à faire ça. Et puis je suis allé dans le mur. C'est-à-dire que je voyais bien que ce n'était pas efficace le travail que je faisais avec mes élèves. Et cette définition-là, elle m'a aidé. Parce qu'elle m'a dit, mais ce n'est pas le même job. Il n'y a pas de pédagogie spécialisée. Ça n'existe pas. N'existe que mon petit Léon, que je ne connais pas encore, et que je vais devoir connaître pour pouvoir l'aider. Vous voyez, l'entrée, elle n'est plus par le plan d'études ou les moyens d'enseignement, l'entrée, elle est par l'élève et ses besoins propres. Mais c'est un changement de posture radical. Vous savez, j'ai dû laisser de côté tout ce que je savais du plan d'études pour m'occuper de l'enfant. Donc l'entrée par l'enfant et pas l'entrée par les moyens d'enseignement. C'est quand même un changement radical.
Et c'est ce qui justifie finalement le travail de PPI. Hein. Alors, c'est les 5 étapes du PPI. L'étape la plus importante pour moi, c'est l'étape 2. Étape 1, quand l'enseignant titulaire vient me signaler un enfant en appui, je passe beaucoup de temps à faire une évaluation diagnostique globale. C'est qui cet enfant que j'ai en face de moi? Moi, j'appelle ça la pédagogie de la feuille blanche. C'est comme si en appui, vous n'aviez plus de plan d'études, vous n'avez plus de moyens, vous avez une feuille blanche. Et vous ne savez jamais ce que vous allez faire. Et petit à petit, de manière inductive, on pourrait dire inférente, vous allez compléter votre feuille blanche à l'aide de l'évaluation diagnostique globale pour petit à petit comprendre les ressources, les difficultés, les besoins de l'enfant. Et puis, il va émerger de ce travail d'évaluation, étape numéro 3, le point nodal. Quels sont les besoins? Je parlais de problématiques sous-jacentes tout à l'heure, les besoins de cet enfant-là. Sur quoi je vais devoir travailler avec lui pour qu'il surmonte ces difficultés. Vous voyez, on est loin d'un exercice de maths de plus. Hein. On est du côté de l'enfant et de ses besoins propres que je vais identifier dans cette démarche-là, ce qui va me permettre de passer à l'étape 4, faire de la remédiation, et puis de faire un bilan après quelques semaines ou quelques mois. Mon erreur au début en appui, c'est de passer tout de suite à l'étape 4. Il était signalé pour des problèmes de maths, je refaisais des maths avec lui. Vous voyez, je passais trop rapidement à l'étape de remédiation sans m'assurer d'avoir une compréhension fine des ressources, des difficultés et des besoins de l'élève. J'aime beaucoup Colombo. Je ne sais pas si vous connaissez la série. Encore la semaine passée, il y avait un épisode qui passait. Je me suis dit, mon job en tant que maître d'appui, c'est Colombo. Je dois mener l'enquête. Sur la scène du crime pédagogique, je dois mener l'enquête. Cet enfant-là, il est en souffrance. Si je ne mène pas l'enquête, avec mon petit carnet, je note, je vais voir l'enseignant, je discute avec les parents, je fais des évaluations, j'observe l'enfant, je discute beaucoup avec l'enfant quand il est signalé en appui. Et puis petit à petit, dans mon enquête, va émerger le point nodal, va émerger la problématique sous-jacente. Et le point nodal, pour définir ça simplement, c'est pour moi un point d'appui. C'est-à-dire que la masse de l'échec scolaire, il va falloir la déplacer. Quel est le meilleur point d'appui que je vais pouvoir avoir pour avoir un maximum de force, maximum d'effet avec un minimum d'effort? C'est ça l'idée du point nodal. Pour cet enfant-là, par exemple, motivation. Ça peut être ça le point d'appui, ça peut être ça le point nodal. Je peux bien continuer à faire des exercices de maths. S'il n'aime pas les maths et qu'il n'est pas motivé, qu'il pense qu'il est nul en maths, ça sert à rien que je fasse des exercices de maths. Il faut d'abord que je restaure sa confiance en lui, sa motivation autour des maths. Et voilà, c'est ce point d'appui-là qu'on va utiliser pour essayer de déplacer l'échec scolaire. Voilà, et puis je termine alors par l'appui au service de la réussite. Et puis ensuite, on va ouvrir un temps on aura une dizaine de minutes pour un temps de questions. L'appui valaisan nous est envié partout ailleurs. Vraiment, on a un système d'accompagnement des élèves en difficulté que Philippe Téta a mis en place. Ça fait quoi, 30 ans? Un peu plus, madame, ouais. 87, la loi, puis dans les années 90, un peu plus, mais ouais. Et le concept valaisan de l'appui, c'est Philippe Téta. Donc Philippe Téta est un visionnaire. Ça fait 30 ans qu'il a conceptualisé l'appui, et les autres cantons nous envient, je vous assure, nous envient. Pourquoi? Parce que l'appui, c'est un dispositif qui est totalement intégré dans la classe. Moi, en tant que maître d'appui assière, je suis dans mon école, je surveille la récré, je vais boire l'apéro avec mes collègues le vendredi soir. Je fais partie de l'école. Je suis un collègue parmi les collègues. Et je n'ai pas plus de compétences qu'eux. J'ai d'autres compétences. Et on est à 2. Le titulaire, à 3, 4, l'enfant, les parents, pour réfléchir à la problématique de l'élève. Et ce n'est pas une mesure, vous voyez, qui est externe à l'école, où pendant longtemps, on a exclu ces élèves-là dans des classes spécialisées ou des institutions spécialisées. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas nécessaires, ces institutions. Pour certains élèves, c'est la meilleure des solutions. Mais on a exclu certains élèves qui n'avaient pas à être exclus. Et l'appui a permis de relever le seuil de tolérance à la différence et permet maintenant d'accompagner des élèves en classe régulière, sans les faire redoubler si possible,
ou sans les stigmatiser. Alors pour terminer, voilà des questions qui me paraissent être en suspens et qu'on a soulevées dans le cadre de la recherche sur l'appui. Alors, je ne vais pas développer ces questions, peut-être juste une. Quelle place pour l'élève? On s'est rendu compte dans notre recherche que finalement, dans l'appui, on avait tendance avec le titulaire à faire un travail sur l'élève et pas avec l'élève. Et la place de l'élève, elle est centrale. Moi aussi, je pensais quand j'ai commencé l'appui que mon partenaire numéro 1, c'était le titulaire de classe. Je suis convaincu maintenant que c'est l'enfant. C'est l'enfant mon partenaire numéro 1. C'est avec lui que je dois bosser. Donc, quelle place on donne à l'élève en appui, quelle autonomie, quelle responsabilité, et comment favoriser le plus rapidement possible son autonomie en lui donnant les clés de sa réussite. Voilà. Alors, en résumé, ça c'est un petit peu le plan de l'ouvrage, avec les 3 types de mesures. Vous voyez qu'on n'a pas traité de tous les points. Mais on a pu survoler quand même les principales problématiques. Et puis je termine, et puis on va ouvrir la discussion là-dessus. Quels seraient les chantiers? Alors voilà, d'après moi, les principaux chantiers qu'on devrait ouvrir ou terminer en Valais. Voilà. Et puis je voulais terminer, mais je n'aurai pas le temps. Je voulais vous montrer une petite vidéo. Mais allez ce soir sur YouTube, vous tapez Tête à claque, l'école. Et puis vous avez un excellent exemple. À droite, la petite blonde qui est censément être une bonne élève. Et puis, pour moi, d'après moi, les 2 bons élèves de cette histoire-là, ce sont les 2 Tête à claque qui se trouvent à gauche. Voilà. Alors je vous propose d'ouvrir un temps de discussion, questions, remarques. On a quelques minutes pour le faire. Il y a évidemment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chantiers. C'est quand même des questions importantes, difficiles, et qui engagent quand même des changements assez importants. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer pour une remarque, commentaire, question. Oui. J'ai vu dans le Nouvelliste aujourd'hui que tu disais que dans le Haut-Valais, il y a moins de redoublements. Des explications, mais c'est une culture institutionnelle un peu différente. Alors, la question du redoublement, merci Nicole de ta question. La question du redoublement semble très culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels on ne fait pas du tout redoubler, puis ça va très bien. Puis c'est normal que ce soit comme ça. Et puis c'est sûrement culturel. C'est sûrement culturel. Maintenant, pourquoi les Hauts-Valaisans sont meilleurs que nous? J'aurais de la peine à le dire. Ce qui est très troublant avec l'histoire valaisanne, parce que souvent on nous reproche, on dit oui, mais vous parlez toujours de la Finlande, comparer le Valais à la Finlande, mais c'est pas la même culture, ils sont tellement loin. Mais non, mais les Hauts-Valaisans, vous êtes à Sierre, puis vous êtes à Salconnec, puis c'est plus la même chose. Et pourtant, dans les tests PISA, les résultats sont aussi bons dans le Haut-Valais que dans le Bas. Très probablement, c'est une question culturelle. Il faudrait demander à une sociologue. Ce sera un joli objet d'étude pour toi. De ça. Oui. Mais je ne sais pas. On a fait cette étude sur l'appui avec mon collègue Ansa Chilier. On n'a pas abordé cette question-là. On a vu quand même que les questions étaient sensiblement les mêmes. Donc on n'a pas eu d'hypothèse par rapport à ça. Mais c'est quand même assez troublant de dire qu'à quelques kilomètres, on fait redoubler, ou beaucoup moins, mais vraiment massivement moins, que dans le Bas-Valais. Dans le Bas-Valais, Philippe, on en a quoi, 500, 600 par année d'élèves redoublants? Ouais, 5 à 600. Ouais, 5 à... Toi, tu as trouvé les chiffres dernièrement. 5 à 600 élèves qui redoublent chaque année dans le Bas-Valais. Quand on sait que la mesure est inefficace. Donc, parlez autour de vous, parlez aux députés, il faut vraiment que cette motion elle passe. Vraiment. Vraiment. Moi, s'il y avait, dans les propositions que j'ai faites tout à l'heure, s'il y avait un choix,
que je pourrais faire, ce serait vraiment la suppression du redoublement. Ça, c'est la mesure la plus urgente à faire pour lutter contre l'échec scolaire. Puis on sait faire, je veux dire, on sait faire sans le redoublement. C'est pas qu'on est démunis, hein, on sait faire. On sait faire. À Sierre, quand Philippe était directeur des écoles, là, on a vu le taux de redoublement qui a chuté en quelques années drastiquement, sans péjorer du tout la qualité. Au contraire, hein, la qualité de l'école. Donc on sait faire, en plus. Mais vous voyez, à un moment donné, il y a un choix politique à faire. C'est pour ça que c'est bien que ce soit dans la main maintenant des députés. Il y a un choix politique à faire. Et à un moment donné, il faut décider que c'est comme ça. Parce que pour le moment, vous êtes 3-9, vous redoublez. Dans la loi, c'est comme ça. Donc vous voyez comment on peut être coincé en tant qu'enseignant, alors même que dans une évaluation globale, on pourrait être favorable à la promotion du Piléon. Mais on est coincé hein, par ce système par le système légal, en fait. Ouais. D'autres questions, remarques? Oui. Oui, j'aimerais juste que tu parles un petit peu plus du rouge grenade. Du rouge grenade à pyramide. Oui. Qui est-ce que tu mets dans cette couleur-là? Oui. Merci Manu, ta question. C'est là que je vois que j'ai un grand âge, je connais pratiquement tout le monde dans la salle. C'est assez terrible comme constat. C'est vrai que je n'ai pas parlé des élèves en situation de handicap. Là, ce que je vois quand même comme... les élèves en rouge grenat, les frontières, elles sont quand même assez difficiles à identifier entre le vert, l'orange, le rouge, à quel moment on passe du orange au rouge, du rouge au rouge grenat. Maintenant, quand même, dans l'école, on sait qu'il faut une procédure d'évaluation standardisée pour être en mesure renforcée. Donc moi, je vois vraiment ce rouge grenat les élèves du CPS en mesure renforcée qui sont en programme adapté. Mais on pourrait effectivement parler aussi de ces élèves-là. Moi, ce qui me trouble quand même, c'est de constater que certains élèves en situation de handicap, avec un retard scolaire important, ils sont autorisés, heureusement, à suivre leur groupe de classe d'année en année. Par contre, un élève qui ne maîtrise pas l'addition en colonne, il redouble. Comme s'il y a un paradoxe entre c'est vrai qu'on a beaucoup avancé en Valais par rapport à l'intégration scolaire, l'inclusion, à des centaines d'enfants en situation de handicap qui sont à la classe régulière, puis en même temps, on continue à faire redoubler. Donc on sait s'occuper d'élèves en grande difficulté, en situation de handicap, et par contre, on ne sait pas s'occuper d'un élève qui a des problèmes d'addition en colonne. Donc moi, la limite du rouge grenat, ce serait vraiment, clairement, c'est assez simple finalement à identifier en Valais, puisque, en Suisse romande d'ailleurs, hein, puisque c'est des élèves qui relèvent des mesures renforcées. Oui. Moi j'ai une petite question, je suis plutôt là en tant que parent d'une petite fille en échec scolaire et puis qui s'intéresse un peu comment l'école, mais c'est aussi la place, je vois dans tous vos chantiers un peu, des parents là-dedans, parce que c'est aussi le parcours du combattant de notre côté qui rentrons dans un milieu qu'on ne connaît pas spécialement, pour soit être écouté, être enseigné, et puis connaître peut-être votre pédagogie de fonctionnement. Tout est très, pour une personne extérieure, tout est très secret de ce que vous faites en classe, et tout doit être un peu forcé pour avoir des réponses. Et je me demande si ça aussi, c'est un chantier peut-être que vous allez... ou si vous en tenez compte ou pas, parce que vous parlez quand même de l'importance de la famille, que ça peut aussi avoir un impact, que ça soit négatif ou positif. Mais en même temps, si nous, on ne demande pas des entretiens, si nous, on ne va pas frapper à la porte, on n'est jamais sollicité. En tout cas, ça c'est mon expérience personnelle. Ce qui a beaucoup changé en plusieurs décennies, c'est quand même la place qui est accordée justement aux parents. Il y a de plus en plus de place qui est accordée aux parents. Maintenant, le travail qu'on a essayé de faire, notamment par rapport à tâches à domicile, ce qui est souvent pas clair, c'est justement les rôles des uns et des autres. Et notamment par rapport aux tâches à domicile, qui sont quand même un lieu potentiellement de conflit. Mais honnêtement, moi je connais beaucoup d'enseignants très ouverts à la collaboration
avec les parents. Après, je vous vois secouer la tête. Alors, vous pensez certainement à un ou deux enseignants, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais quand même, on travaille beaucoup à la HEP sur la collaboration, sur les parents, sur la place à leur accorder. On réfléchit beaucoup à ces questions-là et je ne crois pas que les parents soient exclus de l'école. Maintenant, on pourrait même avoir des fois le risque inverse, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des parents qui sont très intrusifs. Ça serait la dérive extrême où finalement les parents viennent contester, viennent critiquer. Je discutais dernièrement avec un copain enseignant qui me disait les difficultés qu'ils avaient avec certains parents qui étaient très critiques, qui prenaient systématiquement position pour l'enfant et qui mettaient l'enfant en position très inconfortable. Vous voyez, quand vous êtes... Ça, j'en parle aussi quand je donne des conférences aux parents. Je dis, mais méfiez-vous quand vous êtes parent, puis votre enfant il rentre de l'école, puis qui vous dit « Ouais, mais tu sais pas ce qu'elle a fait la maîtresse aujourd'hui. » Non, mais elle n'a pas quand même fait ça aujourd'hui. Mais quand vous faites ça, vous mettez l'enfant dans une position intenable. C'est-à-dire que vous discréditez l'enseignante avec qui il va devoir retourner le lendemain matin. Alors qu'une fois ou l'autre, ça nous échappe. Ok. Mais si vraiment, dans l'image de l'enfant, il y a l'image d'une enseignante qui est incompétente parce que les parents la critiquent systématiquement, c'est l'enfant qui paye. C'est pas l'enseignante d'abord qui va payer ça. C'est l'enfant qui va être en conflit de loyauté. Donc vous voyez, c'est effectivement un équilibre à trouver, mais la place de chacun... Moi je crois que les parents doivent faire confiance à l'école. On a une très bonne école en Valais, je disais, on a des enseignants très professionnels, il faut faire confiance. Et puis si vous avez un doute, il faut aller voir les enseignants. Moi, honnêtement, je ne connais pas d'enseignants qui ferment la porte à des parents qui viennent les voir. Moi, je vois des enseignants qui passent des heures dans des discussions, dans des entretiens. Je vois mes collègues à Sierre. Mais on passe des heures à discuter avec les parents, à essayer de trouver des solutions. Et toujours dans de la bienveillance, dans un respect mutuel, dans la recherche de solutions. Vous voyez, on n'est plus dans, ouais, mais avec ses parents, avec les parents qu'il a. Je crois que beaucoup, on est dans la co-construction et la recherche de solutions. Mais chacun a sa place. Hein, l'enseignant en tant que professionnel et les parents en tant que parents. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous et puis et je respecte tout à fait ça. C'est plus, je dirais, on est sollicité quand on a un enfant en difficulté ou en échec scolaire, on est sollicité aussi de la part de l'école pour essayer d'aider notre enfant de la meilleure manière qu'on peut, mais je trouve que l'échange technique, parce que justement on n'est pas enseignant, et ça je relève bien, je pense que voilà, et c'est là que je trouve que c'est plus compliqué, on nous demande des choses où parfois on n'est pas, on n'a pas le bagage pour, et c'est pour ça que je suis d'accord. C'est la question de l'autonomie dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que finalité de l'éducation, mais qu'on soit enseignant ou parent, c'est l'autonomie. Le jour où nos enfants sont autonomes, on a fait notre job. Après, comment en tant que parent et en tant qu'enseignant, on peut collaborer autour de l'autonomie de l'enfant? Mais poser la question comme ça, c'est quand même très différent de dire « Oui, mais alors qu'est-ce que vous attendez de moi? Puisque je dois corriger les devoirs de mon enfant. » Oui, je vois des parents qui ont beaucoup de soucis par rapport aux devoirs. Ils n'osent pas envoyer leur enfant en classe sans que le devoir soit parfaitement corrigé. Or, l'enseignant, ce qu'il attend, c'est de voir comment l'enfant travaille en autonomie. Donc, il y a plein de points comme ça de friction où on voit que les rôles ne sont pas bien définis. Et dans les chartes qu'on a rédigées là, avec une dizaine d'écoles maintenant, depuis 3 ou 4 ans, combien la pression elle baisse quand on clarifie ça? Puis une fois que la charte elle est rédigée, on la présente aux parents, on la présente aux enfants. Puis d'un coup, on voit que les choses elles se mettent en place et que la collaboration est beaucoup plus claire. Ce qui empêche beaucoup la collaboration, c'est le flou dans les responsabilités des uns et des autres. Si ça, c'est pas clair, on a des forts risques de tension. Voilà, je vois que ça fait 1h30, c'était le temps qu'on s'était accordé pour cette présentation. En fait, s'il y a encore une dernière question ou quelqu'un qui veut... Oui? La vidéo de cette conférence, elle sera disponible? Je sais pas. On en parlait tout à l'heure avec toi. Hein. À voir. Ouais. Les enseignants. Ouais. Moi, j'ai demandé de me filmer à cause du Covid, parce que j'ai une crainte qu'on doive retourner à un enseignement à distance, puis je le fais filmer pour garder comme ça des traces qui me permettraient éventuellement d'être réutilisées en formation. Mais il faudra qu'on réfléchisse à la question si on le met sur le site, là, je peux... Oui,
Par contre, le PowerPoint, on peut le mettre sur le site, ouais. Ça volontiers. Ouais. Il y a quelqu'un qui levait la main quand au fond. Oui, la question est, d'après moi, moins du côté de l'enfant que du côté de l'enseignant. Il y a un rapport à la note, un rapport à l'évaluation, un rapport à l'examen qui est quand même assez personnel. Il y a des enseignants qui vont donner beaucoup d'importance à la note, à l'examen, etc. Puis d'autres, finalement, ils font ça parce qu'ils doivent le faire, sans mettre beaucoup de pression auprès des enfants. Et moi, je pense que la manière dont vit l'enfant la promotion dépend beaucoup de la manière dont les adultes qui l'entourent vivent la promotion. Et honnêtement, là, mon petit Léon, il vit très bien ça. Il vit très bien ça. Alors, je suis dans une école où il y a beaucoup d'enfants allophones, il y a beaucoup d'enfants qui sortent de la classe. Donc, le fait d'avoir un statut un peu différent, c'est assez bien toléré dans l'école où je suis. Et il y a très rarement des problèmes de stigmatisation où c'est l'élève qui, etc. Par contre, alors, ce que montre CREA, c'est que les élèves qui redoublent, par contre, eux, ils sont plus clairement stigmatisés. Parce que, vous voyez, de nouveau, pour nous en tant qu'adultes, puis je termine sur un peu une anecdote, mais pour nous en tant qu'adultes, on dit, ouais, une année, c'est quoi dans la vie? Mais regardez une cour de récré. Quand vous voyez les 8H qui jouent au foot, c'est risqué pour le 7H d'aller sur le terrain des 8H. Donc on voit bien que quand même, c'est très hiérarchisé dans les classes. Et souvent, ce que dit CREA dans un chapitre où il fait parler les enfants sur le redoublement, les parents disent, oui, mais j'ai dû retourner chez les petits. J'ai dû retourner chez les petits. Vous voyez, donc nous, on minimise un petit peu les effets, mais pour l'enfant, c'est un drame. Le redoublement, pour la plupart des enfants, c'est un drame. Et une autre recherche, ça c'est assez étonnant, puis vraiment je termine là-dessus, je vous promets, on a demandé dans une autre recherche aux enfants ce qui les angoissait dans la vie. Les 3 premières raisons, la perte des parents. Donc on n'est pas trop étonné de la première raison. Hein, mais on ne parle pas d'école là, hein, ce qui les angoisse dans la vie, la perte des parents. Deuxième raison, la perte de la vue. Ça c'est assez étonnant. Hein, crainte existentielle de l'enfant, la perte de la vue. Troisième raison, le redoublement. Donc vous voyez, le redoublement, ça vient dans le trio de tête des craintes existentielles de l'enfant. Donc de nouveau, à nous, on est là, oui, bon, ok, mais ça va lui faire du bien, il va pouvoir gagner en maturité. Oui, mais gagner en maturité, on est avec les plus petits, hein, mais il va pouvoir gagner en maturité, il aura plus de temps, donc consolider les bases, mais ça n'existe pas, les bases. Enfin, il y a plein de messages comme ça qu'on peut vraiment démonter, hein, et puis qui montrent effectivement qu'au niveau de la motivation, l'estime de soi, des compétences, de la place de l'élève dans la co-classe, il n'y a pas d'argument en faveur du redoublement. Voilà, merci beaucoup. On peut continuer Oui, Philippe? Oui, j'aimerais juste dire mon admiration pour ton investissement dans cette question, dans cette recherche, dans cette démarche. Je ne dirais pas grand-chose de plus que c'est la démonstration que la valeur d'une école ne se mesure pas par le nombre de redoublants, mais par les mesures qu'on apporte aux enfants qui ont des difficultés et pour qui l'école n'est pas leur tasse de thé. Merci. Très belle conclusion, merci.